Du chapitre 6. Donc, bonjour à tous, bienvenue à la récupération du chapitre 6 sur la vitesse de réaction. Philippe Denis Villeneuve au micro, prêt à répondre à vos questions. Donc, je suis prête à... Est-ce que quelqu'un a une première question pour commencer? Fantastique, ce fut une récupération très, très agréable. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée à tous. Bien, hein? Vous êtes là juste pour écouter les questions des autres, mais vous n'avez aucune question? Moi, les numéros de A avec les exposants qui changent, là, je sais pas exactement comment l'expliquer, mais donc on fait A à la 3, B à la 5. J'aimerais ça qu'on fasse un numéro de ça parce que j'ai vraiment de la misère à comprendre. Parfait, on fait ça, Marc-Antoine, juste pour toi. Donc, allons-y. Moi, c'est quoi le nom de de cette opération-là? C'est l'expression de la loi de vitesse. Parfait, merci. Et donc, ce que ça dit que si nous avons une réaction de type A à gaz plus 3A gaz plus 5B aqueux plus 6C solide plus 7B aqueux donne du E. Vous devriez savoir que la vitesse générale sera une constante qu'on déterminera un peu plus tard. Voilà, la concentration de A à la je ne sais pas quoi. Voilà, la concentration de B à la je ne sais pas quoi. Voilà, la concentration de D à la je ne sais pas quoi. Vous remarquez qu'on n'a pas mis le C, comme le C, c'est un solide. Les solides et les liquides, donc je pourrais ajouter un F liquide. Donc, les solides et les liquides ne participent pas à cette expression-là de la loi de vitesse parce que leur concentration ne change pas. Et donc, c'est le A, le B et le D qui aura un impact. On va, pour les besoins de la cause, on va faire ça, on va le faire pour de A, B et D. Donc, j'aurais besoin de plusieurs expériences cette fois-ci pour pouvoir faire le tout. Donc, on va prendre des chiffres simples pour les besoins de la cause. Donc, 0,5, 0,5, 0,5 et 0,5. Donc, la vitesse, excusez, ça va être la concentration du A, la concentration du B, la concentration du C. Et ça va être la vitesse générale ici. Donc, voilà. Donc, on va y aller pour 0,5, 0,5 et 1. Et on va y aller pour... Oups, excusez, c'est pas C, c'est D ici. Et on aura ici 0,5. On va avoir ici 2, 0,5 et 1. Et on va avoir... et ici, on va avoir 2, 1,5 et encore 1. Oh, tiens. Ouais, encore 1. Et on va avoir ici comme ça. On va avoir ici. Voilà. Donc, ça serait le tableau que je vous donne. Et là, la question que je vous demanderais, le A, je vous demanderais, c'est quoi l'expression de la vitesse générale? Et là, je ne sais pas si j'ai des élèves de M. Ruel qui sont présents. Si c'est le cas, je m'en excuse. Vous allez voir la matière lundi, donc c'est normal que vous ne compreniez absolument rien présentement. Mais pour l'instant, ça semble beau. Donc, j'ai juste de mes élèves. Donc, vous devriez tous comprendre parce que vous avez tous vu la matière. Donc, l'expression de la vitesse générale, je vous l'ai dit,
ben, c'est quelque chose qui ressemble à ceci, avec c'est quoi la valeur du cas et c'est quoi. Oh, Sarah May, je suis désolé, c'était vraiment pas pour te dire que tu devais quitter la réunion, c'était vraiment pour te dire que vous n'avez pas encore vu la matière, mais ce sera l'examen que vous allez faire la semaine prochaine et vous allez le voir lundi. Ça ne vous empêche pas de rester à ma récupération. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir. Donc, l'expression de la vitesse générale, la première chose qu'on doit faire chaque fois qu'on veut trouver un exposant, donc si on voit que je veux trouver l'exposant, par exemple, du D, ben, il faut que je m'assure que le A ne change pas et que le B ne change pas. Comme ça, je peux voir l'effet que va avoir le D sur la vitesse. Et donc, ici, on remarque que j'ai doublé, pour passer de 0,5 à 1, ben, j'ai doublé la concentration du D. Je vais remarquer l'effet que ça a sur la vitesse générale. Ben, la vitesse générale, elle a été 1 fois. Conséquence, la question que vous devez vous poser, 2 à la combien donne la vitesse générale? Donc, 2 à la combien donne 1? La réponse est 2 à la 0. Conséquence, l'exposant du B, donc la vitesse générale, est égale à une constante, la concentration du A à la je ne sais pas quoi, la concentration du B à la je ne sais pas quoi, la concentration du D à la, maintenant je le sais, à la 0. Conséquence, ben, je peux enlever le D, il n'a pas d'impact sur la vitesse. Donc, le D ne fait pas partie de l'étape déterminante. Donc, je vous rappelle les étapes et c'est toujours les mêmes. La première étape, c'est de s'assurer qu'il y a juste une concentration qui varie. Donc, là, ici, je me suis assuré qu'il y avait juste le D qui variait. Après ça, la deuxième étape, c'est de voir qu'est-ce qu'on a fait. C'est le facteur à la concentration. Monsieur, j'avais une question pour le D. Oui, vas-y. Fait que quand, exemple, le D varie, mais le VG ne varie pas, ça veut dire que c'est 0. Exact. Ok, Parce parfait. que 2 à la 0, c'est comme 1. Donc, ça veut dire qu'il ne fait pas partie. Ouais, non, Il n'y j'ai a aucun impact sur la vitesse générale. Ok, parfait. Merci. Mais, Troisième étape. Vas-y. monsieur, une dernière question. Exemple, on pourrait pas prendre la... Essayez de remonter. Oui. On pourrait pas prendre le 0,5 puis le 1 au numéro 3 pour dire que ça monte de 2, mais l'autre, il monte de 16. Non, parce qu'on remarque que OK. entre le 1 et le 3, mais il n'y a Ah, pas ouais. le A varie. Et donc, l'étape 1, on ne s'est pas assuré qu'il y avait juste une concentration qui varie. OK, parfait. Merci. La question 3, on va voir c'est quoi le facteur sur la vitesse. Et finalement, la quatrième étape, on va se poser la question, le facteur de vitesse, c'est le facteur de la concentration à la, on prend une autre couleur, l'ordre du réactif. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme là, on s'est assuré qu'il y avait juste un qui varie, donc on s'est assuré qu'il y avait juste le D qui varie. Après ça, on a trouvé que le facteur de la concentration était égal à 2. Après ça, on a trouvé que le facteur de la vitesse était de 1. Et on s'est posé la question, 2 à la combien est égal à 1. Et on a trouvé que notre ordre pour cette réaction-là, donc notre ordre pour ce réactif-là, le X est égal à 0. Donc, si je fais la même chose avec un autre réactif, avec un autre réactif, ben, c'est le même concept. Premièrement, il faut que je m'assure que si je veux trouver l'exposant du A, il faut que je trouve deux étapes que et le B et le C restent constants. Donc, bonne nouvelle ici. Et le B et le D restent constants. Conséquent, je peux voir l'effet du A. Mon facteur de vitesse ici, pour passer de 0,5 à 2, c'est x 4. Donc, mon facteur ici, il est de 4. Et ma vitesse, qu'est-ce qu'elle a fait comme vitesse? Elle a passé de
0,5 à 8, donc elle a fait fois 16. Conséquence, je me pose la question, 4 à la combien donne 16? Et mon ordre devient de 2. Conséquence, la concentration du A est de 2. Dernière étape que je vais faire avec le B. Donc, je vais m'assurer que je trouve des... Je fais toujours ces 4 étapes-là dans cet ordre-là. Je m'assure que j'ai juste le B qui varie. Donc, je trouve 2 étapes que à la fois le A et à la fois le D n'ont pas varié. Après ça, je trouve que j'ai triplé ma concentration. Donc, je trouve que j'ai triplé la concentration. L'impact que ça a eu, c'est que ça a triplé ma vitesse. Donc, ça l'a triplé ma vitesse. Puis là, je me dis, 3 à la combien donne 3 et mon X devient de 1. Conséquence, l'exposant de mon B est de 1. Monsieur, j'avais une autre question. Mais même si le D aurait varié, comme le D est à 0, ça dérange pas, non? Oui, tu as tout à fait raison, mais je voulais pas aller là-dedans. OK, mais à l'examen, il va pas avoir ça. Mais je te dirais que non. OK, ouais, mais c'est ça. Mais si, exemple, le D aurait été genre de 1 à 2, ça aurait pas dérangé parce qu'il vaut rien, le D dans l'équation. Exact. Parfait, merci. Et donc, une fois que j'ai trouvé tous mes coefficients, la 5e étape, ça va être de trouver ma valeur de K. Ma valeur de K, pour ça, je vais prendre n'importe laquelle de mes lignes. Je vais prendre celle-là parce qu'elle est assez simple. Et là, ce que ça me dit, c'est que lorsque mon A est égal à 0,5, donc lorsque mon A est égal à 0,5, mais il est à la 2. Lorsque mon B est égal à 0,5, mais il est à la 1, fois une constante, ça me donne la vitesse générale qui est elle aussi égale à 0,5. Conséquence, je fais 0,5 divisé par 0,5 à la 3. Et donc, c'est comme si je faisais 1 sur 0,5 à la 2. Donc, ça me donne, selon ma calculatrice, 1 divisé par 0,5 à la 2. Et ça me donne 4. Donc, mon K est égal à 4. Monsieur. Les unités de... Ah, ok, Oui, je vais allez. laisser finir. C'est bon. Je vais laisser finir. OK, parfait. Donc, le 4 a des unités. Les unités, vous devez les connaître. En fait, vous devez connaître la page qui a les unités. Ce sont des litres carrés par mol carré seconde. Donc, cette page-ci, qui s'appelle la vitesse de réaction. Ah, tiens, je suis déjà sur la bonne. Donc, oui, Marc-Antoine, excuse-moi. J'ai pas vraiment compris la dernière équation que vous avez faite. Vous avez été un petit peu trop vite niveau. Comment vous avez réduit 1 sur 5? OK. J'avais. On était rendu là. On était rendu à K est égal à 0,5 à la 2 fois 0,5 à la 1 est égal à 0,5. Oui. Donc, j'ai divisé par 0,5 à la 3, parce que 0,2 puis 0,1, c'est à la 3. Et j'ai donc divisé par 0,5 à la 3. Tu peux pitonner 0,5 divisé par 0,5 à la 3 ou te dire que ça l'annule un des 0,5, donc ça fait 1 sur 0,5 à la 2. Mais on n'aurait pas pu juste faire avec la calculatrice. Oh oui. C'est juste que j'avais pas de calculatrice avec moi, mais tu peux définitivement faire 0,5 divisé par 0,5 à la 2 divisé par 0,5 à la 1, puis tu serais arrivé à 4 aussi. Mais pourquoi diviser? Moi, dans ma tête, je fais juste 0,5 à la 2 fois 0,5 à la 1. Je fais ça divisé par 0,5. 0,5 divisé par ça. Ouais, exact. Ok, c'est ça que ça donne, ok. Ben, tu sais, toi, tu multiplies ça ensemble, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça divisé par tout ça. C'est bon, merci. Et donc, comme l'ordre est de 3, donc 2 plus 1, un ordre de 3, ben mes exposants sont litres carrés par mol carré seconde. Donc là, j'ai répondu à l'expression de la vitesse générale. L'expression de la vitesse générale, c'est VG
est égal à 4 concentration du A à la 2 fois la concentration du B à la 1. OK. OK. Alia, vas-y. Moi, ma question, c'était au début. En fait, j'avais deux questions, mais première question, c'était au début. Je comprends pas pourquoi nous prenons pas le F puis le C. Mais je sais que c'est liquide et solide, mais d'habitude, on calcule la vitesse des deux. Donc, je comprends pas pourquoi on le prendrait pas dans la vitesse générale. OK. Je te rappelle que dans ton laboratoire, on avait on n'a jamais mesuré la taille de la craie qu'on utilisait. Puis quand j'ai fait le retour, je vous ai dit que c'est parce que la craie, comme c'est un solide, la quantité de craie n'importe pas sur la vitesse. Parce que c'est la concentration qui a un impact, pas la quantité. Et donc, que j'ai plus ou moins de craie, ça ne change pas la concentration, ça ne change pas la vitesse. Donc, c'est vrai que je pourrais trouver la vitesse par rapport à un solide. Je pourrais dire qu'initialement, j'avais 5 grammes et à la fin, ben, il m'en reste 0 grammes en 3 minutes. Donc, j'ai eu une perte de 5 grammes par 180 secondes pour trouver la vitesse. Ça, c'est vrai. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est une expression pour déterminer la vitesse théoriquement, pas expérimentalement. Tu remarques qu'il n'y a nulle part du temps. Fait que nous, on se dit, si la concentration est de temps, si la concentration est de B et de temps, puis si la concentration de D est de temps, on va avoir telle vitesse. Peu importe la quantité de C, tant qu'il y en a, on va avoir cette vitesse-là. Peu importe la quantité de F, tant qu'il y en a, il va avoir cette vitesse-là. Parce que un liquide et un solide n'ont aucun impact sur la vitesse parce que leur concentration ne change jamais pour un solide et un liquide. OK, parfait. Puis ma dernière question, c'est le K. Le K, ça représente quoi? Le K, c'est la constante qui relie ces concentrations-là à la vitesse. OK, OK. Mais attends, je comprends pas vraiment parce que est-ce que comme dans un graphique, comment on pourrait le représenter dans un graphique? Est-ce que c'est là ou non? On ne pourrait pas le représenter dans un graphique. OK, c'est bon, merci. Cynthia. Monsieur, j'avais une petite question. Est-ce que vous pouvez aller au calcul numéro 5 quand vous trouvez la valeur de K? Ouais. Vous voyez au début les concentrations de A, B, vous les avez mis entre crochets, mais pour trouver votre K, vous l'avez mis entre parenthèses. Est-ce qu'il faut les switch en parenthèses après ça? Crochet et parenthèse n'ont pas de différence mathématique, mais crochet veut dire concentration. Donc, crochet de A veut dire la concentration en mol par litre de A. Donc, on ne travaille pas en mol, on travaille en mol par litre là-dedans. Ok, parfait, merci. Hamza, j'avais cru voir que tu avais ta main levée, là, je ne te vois plus, mais est-ce que c'est toujours le cas? Oui, j'avais quelques questions. Quelques questions, rien de moins. Ouais. En fait, la première, elle ressemble à celle d'Alia, si on peut monter en haut. Oui. OK. Premièrement, là, avec le calcul qu'on a retrouvé, la vitesse générale, si on veut trouver la vitesse du A, on ferait x3, techniquement. Oui, c'était ma OK? question. L'autre question, c'est juste que, si je comprends bien, les choses qu'on peut pas prendre en considération dans le tableau, c'est les liquides et les solides. On prend seulement les gaz et les aqueux, les substances gaz et aqueux. Oui, exact. OK? Dernière question. C'est entre les collisions élastiques et efficaces. En fait, qu'est-ce que je comprends pas, c'est que Ça n'a aucun lien avec notre sujet, fait que je vais finir ce problème-là, tu me reposeras ta question plus tard. Désolé. Monsieur, j'ai une question sur ce que Hamza vient de dire, mais on aurait pu trouver c'est quoi la vitesse du solide et du liquide en faisant de la stéchiométrie après, mais il faudrait juste changer l'unité de mesure, non? Oui, exact. OK, mais là, pour solide, on peut pas mettre non plus... non, pour solide puis liquide, on peut mettre mol par seconde. Exact. Mais là, il faudrait savoir il y a combien de litres dans la substance, non? Fantastique. Parfait, merci. C'était mon C. Donc, si on y va avec la question B,
la question B que je vous demande c'est quoi la vitesse du B pour vous surprendre, pour ne pas faire le A. Et donc, ce que vous avez trouvé la vitesse générale. Et donc, je pourrais vous demander la vitesse du B si le A est égal à, tiens, on va faire quelque chose de spécial, 5 mols, le B est égal à 6 mols et le volume de la solution est égal à 2 litres. Et donc, ce que vous avez trouvé que la vitesse générale, c'est égal à 4 fois la concentration du A à la 2 fois la concentration du B à la 1. Et donc, faites attention, ce n'est pas le nombre de moles, c'est la concentration. Donc, la concentration du A, c'est de 2,5 moles par litre, parce que j'ai 5 moles dans 2 litres. La concentration du B, c'est de 3 moles par litre. Et donc, la vitesse générale, c'est 4 fois 2,5 à la 2 fois 3. Pour Cynthia, on va garder les crochets à la 1. Et donc, on pitonne tout ça. 4 fois 2,5 à la 2. Donc, 4 fois 2,5 à la 2 fois 3. Et ça nous donne 75. Donc, notre vitesse générale est de 75. Et les unités de la vitesse générale dans cette expression-là, c'est toujours des moles par litre seconde. Et donc, comme j'ai la vitesse générale de 75 mols par litre seconde, et là, dans un examen, ça aurait l'air plus de 7,5 fois 10 à la moins 5, parce que c'est des chiffres qui sont beaucoup plus petits. Là, je les ai inventés pour que ça soit rapide à calculer, mais une vitesse, c'est toujours des petits chiffres. Posez-vous pas la question à l'examen, est-ce que c'est normal que j'ai des petits chiffres? La réponse est oui, parce que dans la vraie vie, une vitesse de 75 mols par litre seconde, ça voudrait dire quelque chose qui explose. C'est vraiment une trop grande vitesse. Mais ce que ça nous dit, c'est que la vitesse générale, c'est égal à la vitesse de A sur son coefficient, qui est de 3. C'est égal à la vitesse de B sur son coefficient, qui est de 5. C'est égal à la vitesse de D sur son coefficient, qui est 7. Et c'est aussi égal, je n'ai pas mis d'état, mais c'est aussi égal à les solides et les liquides, mais pas en mol par litre seconde. Et donc, ceux-là, c'est vrai en mol par litre seconde. Donc, comme le B est un... On va descendre un petit peu. Le B est un aqueux. Comme le B est un aqueux, je peux exprimer ça en mol par litre seconde. Et donc, je vais faire 5 fois 75. Et là, je suis désolé, M. Loca ne serait pas fier de moi. Je vais devoir pitonner 75 fois 5 pour obtenir 375. Et donc, ma vitesse de mon B, c'est de 375 mols par seconde. Parce que j'ai fait 5 fois 75 pour trouver la vitesse de mon B. Monsieur, j'ai une question. Oui, Alia. Le exemple, le VB divisé par 5, le 5, c'est quoi les unités du 5? Est-ce que c'est le nombre de moles? Moi, il n'y a pas d'unité. C'est juste une proportion. Ok, parfait, merci. Parce qu'en fait, le VV ici il est sur 1 mol, puis le 5 ici est sur 5 mols. Donc, les mols s'annulent. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'unité. Chloé, question. Oui, est-ce qu'on aurait pu trouver la vitesse générale avec 5 et 6 moles en premier, puis après trouver c'est combien pour 2 litres? Non. Parce Et que dans ton expression de la vitesse générale, c'est une concentration de A. Donc, comme c'est une concentration, tu n'as pas le choix d'être en mol par litre. Ok, merci. Monsieur, j'ai une question. Oui, Amja. Comment on pourrait trouver la vitesse générale d'un solide dans ce cas? Question C. Quelle est la vitesse de... excusez, c'était quoi? C'était C. Donc, quelle est la vitesse de C à la même chose? Et donc, excusez,
Donc, je vérifie que mon ordinateur est bien branché. Il ne l'est pas. OK. Donc, la vitesse du C, on a... Oups. Merci. J'ai fait une petite erreur ici. C'est des moles par litre seconde que j'avais oublié d'écrire. Donc, comme la vitesse générale est toujours en moles par litre seconde, quand on la multiplie par 5, ça reste des moles par litre seconde. La vitesse du C, on ne peut pas la faire en moles par litre seconde parce que c'est un solide. On va donc devoir transformer notre vitesse générale, qui est de, on avait dit, 75 moles par litre seconde, en moles par seconde. Parce que celle-là, elle est universelle pour tout le monde. Et donc, on sait que ça se passe dans 2 litres. Et donc, si j'ai 75 moles dans 1 litre, j'ai donc combien de moles dans 2 litres? On obtient fois 2. Et là, je suis capable de le faire dans ma tête, 150 moles par seconde. Et donc, ça, c'est ma vitesse générale en moles par seconde. Là, maintenant, je sais que VC sur, on avait dit, sur 6 est égal à la vitesse générale. Donc, ma vitesse générale est de 150 fois 6. Et donc, là, on parlera de 900 moles par seconde. Et je vous rappelle, c'est une vitesse qui est beaucoup trop grande. Dans un examen, on aurait plus quelque chose comme 9 fois 10 à la moins 8. Monsieur, ouais, c'est ça. Comment vous avez eu 75 puis vous avez fait 365 moles sur 5 litres? J'aurais pu, mais on avait déjà trouvé la vitesse générale ici. Ok, ouais, ok, ouais, parfait. Merci. Michel. Oui, comment ça? Est-ce que c'est possible qu'on ait un problème ou est-ce qu'il y aurait genre une variation de volume? Ça va pas rester 2 litres tout le long? Non, ce serait chiant. Ok, merci. Mais si le 2 litres, il vient de où? On l'a trouvé Des ou données. c'est donné? Ah, c'est dans, donné. dans la question B, on disait le volume de la solution est 2 litres. Ok, merci. Mais monsieur, dans l'examen, il va voir ça, mais plus difficile avec genre des températures, des affaires comme ça. Est-ce qu'on a un problème où on pourrait se pratiquer? Non. Si tu es capable de te rendre là, ce problème-là, je ne vais pas te demander plus loin, de pousser plus loin. Ce que je vais te demander, par exemple, c'est d'utiliser ça par la suite. Ok, parfait. Merci. Par exemple, tu pourrais utiliser le 900 moles par seconde du C pour trouver, je sais pas moi, la quantité de C qui va rester au bout de 600 secondes. Tu as fait une petite étape de plus. Je pourrais te dire, je sais pas moi. Mais y a-t-il une formule pour trouver ça? Ça c'est oui. La vitesse, c'est égal à la variation de masse sur la variation de temps. Fait qu'on a la vitesse qui est de ça. On a la variation de temps que j'avais dit au bout de, je sais pas moi, 6 minutes. Ouais, on va trouver la variation de. Ben, là, ça serait un nombre de moles, parce que la vitesse est en moles par seconde. Par on transformerait ça. Oui. Ok, là, on trouverait le nombre de moles qui resterait. Ouais. Okay, parfait. Merci. Puis même chose avec la température. Ben, la température, on n'a pas de formule. Ouais, je pourrais te demander, et là, ça serait chiant, mais comme faut bien avoir des avantages à avoir suivi une récupération, si je vous demande c'est quoi l'effet de l'augmentation de la température sur la loi de la vitesse, est-ce que les exposants d'après vous changent? Non, parce que la réaction ne change pas. Donc, la seule chose qui va changer si on augmente la température, ben, ça va être notre K qui va changer. Mais ça, on l'a jamais vu. On l'a jamais vu. Okay. On l'a jamais vu. Mais ça vaudrait pas 10 points. Ça pourrait peut-être avoir un petit 2 points, une petite question. Mais c'est ça, monsieur, y a-t-il d'autres affaires comme la température, la concentration? Y a-t-il d'autres affaires qu'il faudrait savoir qui ne changent pas l'exposant, mais qui changent autre chose? Non. Okay, c'est juste lui qui est important? Ouais. Merci. Il va changer le K. En fait, il va faire augmenter le K parce que tu veux une plus grande vitesse générale, donc le K va être plus grand. Parfait, merci.
Marc-Antoine, est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Génial. Donc, je pense qu'on a quand même fait le tour de la loi de vitesse générale. Monsieur, Oui, Alia. désolé. Je sais pas si quelqu'un a demandé cette question, mais je comprends pas pourquoi on a fait x2 au C, mais on n'a pas fait x2 au B Parce, pour le ben, 2 litres. parce que tu remarques que la vitesse du C et la vitesse du D ne sont pas avec les mêmes unités. La vitesse du B, il y a en des litres ici, des par litre. Et donc, la vitesse du B est de 375 mol par litre seconde, ou elle pourrait être de 750 mol par seconde. Parce que là, tu aurais fait le x2. Parce que là, j'ai annulé le litre en le multipliant par le volume. Donc, les deux, c'est possible. Les deux, c'est bon. Mais celle-là, pour le C, comme c'est un solide, je ne peux pas travailler en mol par litre seconde. Je n'ai pas le choix. Ça m'impose le mol par seconde. Ok, merci beaucoup. Je m'attaquerai à une prochaine question d'un autre sujet. Est-ce qu'on peut faire un problème avec un graphique? Ouais, on peut faire ça. Parfait, merci. Allons-y pour... on va y aller. Qui serait sympathique. Pas beaucoup. Bon, ça là, il est bon. Donc, on tourne ici. La question. Voici la réaction. La réaction 2A gazeux donne du B gazeux. A, T, A, P, N. Je vous demande la vitesse moyenne du B en mol par seconde. Donc, voici la réaction 2A qui donne du B. Je veux la vitesse moyenne du A. Désolé, c'est un peu plus ardu. Et donc, voilà, en mol par seconde. Mais quelle droite représente quelle lettre? Ouais, on va juste enlever. On va enlever ça. Et non, ça ne marche pas. 1 kilopascal seconde. Désolé. Maintenant, c'est bon. Donc. Est-ce qu'il faut. Mais monsieur, j'ai une question. Ok, non, laissez faire. Là, vous allez le dire vous-même qu'on va faire une ligne, puis on va faire. Ouais. Ok, parfait. Donc là, maintenant, tout est beau. Je suis désolé, c'était pas ATAPN, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, on veut la vitesse moyenne. Donc, on veut la vitesse moyenne. Ça, c'est le point au début et le point à la fin. Là, vous pouvez me dire que la réaction a probablement fini ici et vous n'avez pas tort. Cependant, c'est quelque chose que je ne m'attends pas à ce que vous trouviez de vous-même. Donc, si je vous donne un graphique, faites juste le premier et le dernier point et vous me tracez une belle droite qui passe par là ici pour trouver la vitesse moyenne. On remarque que ça ici, comme la quantité augmente plus le temps avance, on peut savoir que c'est un produit. Et comme c'est un produit,
on peut conclure que c'est le B. Et donc, la vitesse moyenne qu'on va trouver, on va commencer par trouver la vitesse moyenne du B. Et donc, on a le point 0, 0 et on a le point 1.10, 1.6. Et donc, la vitesse moyenne, c'est la variation des Y sur la variation des X. On a une variation en Y de 1.6 et on a une variation de X de 10. Et donc, notre pente est de 0.16 mol par litre, mol par litre seconde. Donc, ça ici, c'est la base. Donc, on trace une vitesse moyenne, c'est le début et la fin. Et après ça, on va avoir la pente. On est capable de trouver que c'est la pente du B. Là, après ça, comme nous, la vitesse moyenne, c'est celle du A, on sait que la vitesse du B, elle est 2 fois plus petite que la vitesse du A, parce que par stoichiométrie, on peut trouver que la vitesse du A est égale à 0.32 mol par litre seconde. La question, comment on fait pour transformer ça en kilopascal? Donc, en kilopascal, je vous rappelle, il y a une seule formule qui a kilopascal, et cette formule-là, c'est la fameuse PV est égal à nRT. Ce 0.32 mol par litre seconde, en fait, j'ai deux données. J'ai 0.32 mol dans 1 litre, dans 1 litre de volume. Et donc, je cherche la pression. Je sais que dans 1 litre, j'aurai 0.32 mol. Mon R est de 8.31. Et dans la question, je te disais qu'on était à température ambiante, donc à 298 Kelvin. Conséquence, la vitesse est de 0.32 fois 8.31 fois 298, une valeur de 792. Donc, la pression est de 792 kilopascal. Donc, 0.32 mol par litre, c'est 192 kilopascal. Donc, la vitesse, elle est de 792 kilopascal par seconde. C'est la réponse qu'on cherchait ici. Y a-t-il des questions là-dessus? Bon, ce sont des choses... Michel, vas-y. Non, c'est pas sur ça, donc vous pouvez finir avec ça. OK. Donc, c'est des choses que vous devez être capable de faire. Donc, vous devez être capable de déterminer des vitesses moyennes. Là, je vous ai donné une vitesse moyenne. J'aurais pu dire la vitesse des 5 premières secondes. Les 5 premières secondes, j'aurais passé de là à là ici comme ça. Donc, j'aurais passé de 0,0 à 5, 1.6. J'aurais pu te demander la vitesse à, je ne sais pas moi, la vitesse à point à 1, 2, 3. Comment il gradué ça? 1, 2, 3, 5. Je vais mieux graduer mes axes, moi. Mais à ce point-là, c'est quoi la vitesse? Pour ça, il aurait fallu se tracer une tangente qui ressemble à quelque chose comme ça. Et je vous rappelle que la tangente, elle est approximative. Donc, l'important, c'est de voir que si vous me dessinez ça de même, je ne vais pas vous donner vos points, mais sachez que la tangente, elle est approximative. Et donc, tant qu'elle passe le plus proche, elle fait juste frôler le tout comme ça, même ça serait acceptable, même si ce n'est pas la plus belle tangente qu'il n'y a pas. Mais monsieur, si on fait en virtuel, comment on fait pour tracer une affaire comme ça? Si c'est en virtuel, puis je te le demande, tu vas avoir, tu vas le faire à peu près comme ça. Il n'y a pas de graphique sur notre feuille de notes, sur notre feuille d'examen. Pourquoi pas? On n'en a pas. Hein? On n'en a pas sur notre feuille d'examen. Ça veut dire que c'est pas une question à long développement. Ça pourrait être une question à choix multiple. OK, parfait. Merci.
Donc, voilà, c'est pour les graphiques, les changements d'unité et la stoichiométrie de vitesse. Michel. Oui, moi, c'est à propos du facteur de température. Comme quand on dit que comme pour chaque tranche de 10 degrés Celsius, on double la vitesse, est-ce que genre, il y aurait on a des exemples de problèmes avec ça? Non, aucun. C'est pour ta culture générale. Ah, ok. C'est bon, merci. Puis là, pour trouver la vitesse exacte, monsieur, on fait juste prendre 2 points, puis on fait delta X sur delta Y. Pour une vitesse moyenne, oui. Mais non, mais pour pour ma tangente? Ouais. Ouais. Exemple, on prend 0.40 et une autre affaire, puis on fait. Non, 0.40 et. C'est quoi? C'est genre 0,1 et 1. Puis là, on c'est fait ça. genre. Ok, ouais. On fait genre delta X sur delta Y. Non, delta Y sur delta X, tu donnes la réponse. Exact. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi la différence entre un catalyseur et un inhibitor? Je pense que c'est ça, je suis pas sûre. Inhibiteur. OK. Premièrement, je vous rappelle qu'un catalyseur, c'est quelque chose qu'on rajoute au début et qui sera reproduit à la fin. Donc, si j'ai du A avec du B qui donne du C, et ce C-là devient du D plus du A. On remarque que le A, je l'ai rajouté au début et il a été reproduit à la fin. Donc, notre A, c'est un catalyseur ou c'est un inhibiteur. Donc, c'est impossible de savoir si c'est un catalyseur ou un inhibiteur en regardant le mécanisme de la réaction. Donc, ça, c'est ma première étape. Ça, c'est ma deuxième étape. Si j'ai Désolé, avant que vous passiez à la prochaine étape, j'avais une question. Quand on fait, est-ce que, si exemple on fait la loi de la S puis on utilise le A, est-ce qu'il faut le calculer dedans la formule ou non? Dans ton bilan, le A s'annule, puis le C s'annule, tu aurais juste B devient D. OK, c'est bon, merci. Donc, ton catalyseur ne sera jamais dans ton bilan. Et donc, la différence entre un catalyseur et un inhibiteur, il faut savoir si ça a accéléré la réaction ou si ça a ralenti la réaction. Donc, si ça ralentit, on va dire que c'est un inhibiteur. Si ça l'accélère, on va dire que ça l'augmente. Ça a un impact dans les deux graphiques qui sont l'énergie avec le temps et le graphique qui sont les molécules en fonction de l'énergie. Ça ressemble à ça. Donc, un catalyseur, ce que ça fait, c'est que ça accélère la réaction et donc ça va diminuer l'énergie minimale de la réaction. On remarque que le début est pareil, on remarque que la fin est pareille, c'est juste l'énergie d'activation qui a été diminuée. Cette énergie minimale-là, on va la mettre en mauve, cette énergie minimale-là, c'est aussi l'énergie d'activation. Et donc, si j'ai un catalyseur, j'ai un catalyseur qui va diminuer l'énergie minimale. Donc, ça va ressembler à ceci. Par contre, si j'ai un inhibiteur, l'inhibiteur, lui, il va ralentir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va augmenter l'énergie d'activation et la fin reste pareille. Donc, l'inhibiteur, il va tasser l'énergie minimale pour qu'il y ait encore moins de molécules qui ont l'énergie minimale pour faire les collisions efficaces. Parfait, merci. D'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez réexpliquer pourquoi ou comment deux substances ayant la même concentration, peu importe leur volume, vont avoir la même vitesse de réaction? Je pense que c'est plutôt dans le laboratoire. Il y avait deux substances à 0,5 mol par litre. Ouais. Il y en a un à 50 millilitres, puis l'autre à 100. Parce que, je te rappelle, dans tes notes,
vous avez vu que pour accélérer une réaction, il faut jouer sur un de ces trois affaires-là. Si je change le volume, on va y aller pour le simple. Si je change le volume, est-ce que je change l'énergie cinétique des molécules? Non. Parce que comme ils ont la même température, ben, l'énergie cinétique n'a pas changé. Et l'autre chose qui est facile à voir, c'est que ça ne change pas l'énergie minimale. Parce que l'énergie minimale, c'est l'énergie d'activation. Ben, en changeant le volume, je n'ai pas changé ma réaction. Donc, ça n'a pas changé l'énergie minimale. La seule chose que ça pourrait changer, c'est le nombre de collisions. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans mon milieu, j'ai un certain volume et je vais avoir des particules pour les besoins de la cause qui en a 5. Donc, j'en ai 5 qui se font des collisions en se déplaçant. Si je double le volume, si mon volume devient 2 fois plus grand, mais que à la place d'avoir 5 particules, je suis rendu avec 10 particules. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on peut voir, et là, c'est pas tout à fait parfait parce que je n'ai pas tout à fait doublé le volume, mais on se rend compte qu'au final, les particules ne sont pas plus proches l'une de l'autre. Comme les particules ne sont pas plus proches l'une de l'autre et qu'ils ne vont pas plus vite, ben, nécessairement, le nombre de collisions ne changera pas. Et donc, comme ça n'affecte aucun de nos trois facteurs, la vitesse n'est pas affectée par une augmentation de volume s'ils ont la même concentration. OK, super, merci. D'autres questions? Monsieur, pourquoi Oui. vous avez expliqué quand vous avez expliqué à Stevia, pourquoi est-ce que vous avez doublé le volume en même temps que la question de Stevia était pourquoi si je double le volume, la vitesse ne change pas. OK, mais on va dire vous gardez le même volume, mais vous rajoutez des millilitres. Il y aura plus de collisions, non? Si je rajoute des millilitres, j'augmente le volume. Mais si j'augmente le nombre de particules dans le même volume, bien là, ce que je fais, si j'ai le même volume, mais j'ai plus de particules, bien là, oui, il y a plus de collisions. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'augmentation de la concentration. Et oui, une augmentation de la concentration augmente la vitesse, c'est normal. Mais parce que je me rappelle dans le dernier numéro du labo, il y avait une molécule qui avait plus de... il y avait plus de choses dedans. De lien? Ouais. Ouais. C'était pas le nombre de collisions la raison. Non. C'était quoi? C'est que comme si j'ai une molécule qui est du CH4 et une molécule qui est du C2H6, par exemple, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que pour être efficace, il faut que je sois capable de briser ces 4 liaisons-là. Et donc, ça va me prendre une certaine quantité d'énergie qui va être quelque chose comme ça. Par contre, si j'en ai une plus grosse molécule, il faut que je brise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 liaisons. Et donc, il va falloir que je brise 7 liaisons, ça va me demander plus d'énergie. Et donc, comme l'énergie pour briser tous mes liens, ça va en prendre plus, il va y avoir moins de particules qui vont avoir cette énergie-là. Il y aura donc moins de collisions efficaces là-dedans. Donc, le nombre de liens, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait varier l'énergie minimale, ça fait changer l'énergie d'activation dans ta réaction. OK, merci. D'autres questions? Ouais. Cynthia, tu m'avais posé une question sur Remind en me demandant la nature du réactif, comment ça va apparaître sur l'énergie en fonction du temps. Ben, ça ressemble à ça. Puis si je te demande la nature du réactif du nombre de molécules en fonction de l'énergie, donc quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que ça l'a fait varier l'énergie d'activation. Ça, c'est plus de liens.
ça ici, si j'ai moins de liens, c'est que mon énergie minimale varie. Donc, voilà. Ok, mais le premier graphique, ça fait rien. Le premier graphique, c'est la même chose. Si j'ai plus de liens, ça ressemble à ça. Plus de liens. Si j'ai moins de liens, ça ressemble à ça. Moins de liens. Ok, merci. Monsieur, moi j'ai une autre question. Ma question c'est si, exemple, nous comparons les vitesses de réaction de deux solides, est-ce qu'on prend celui qui est le moins pesant pour dire que c'est celui-là qui est plus vite? Non. On va pas te demander ça. Ok, c'est bon. Merci. C'est vraiment la taille des molécules, pas la taille de l'atome. Si je te disais de comparer la vitesse de deux solides, donc mettons le C25H52 et le I2, mettons, qui sont deux solides, ben, je te dirais que celui-là probablement va être le plus lent parce qu'il y a plus de liens à briser. Mais on ne regardera jamais la masse molaire pour déterminer la vitesse. Michel. Un peu en lien avec cette question, si on dit genre le C25H52 puis 2C25H52, parce que c'est comme le même nombre de liens, mais c'est juste deux molécules, ça fait quoi? Ça n'a pas d'impact sur la vitesse. C'est ça fait. Merci. Béatrice. Est-ce qu'on peut voir les types de liens que je pense que Hamza avait posé comme question avant? Genre les liens. Comment ça s'appelle? Non, pas ça. Je sais pas si c'est ça, mais les liens, il y a comme deux mots. Intramoléculaire? Non. Comme il y a les liens. C'est les collisions élastiques, monsieur. Ouais, c'est ça. Collision élastique et l'autre. Hamza, maintenant, c'est un très bon moment pour la poser, ta question. Je m'excuse de t'avoir coupé, je suis complètement oublié. Donc, vas-y. Ben, en fait, c'était juste, je voulais comprendre. On est d'accord que les collisions élastiques, c'est quand, quand l'énergie qu'on fait durant la réaction, elle n'atteint pas l'énergie minimale requise. C'est tout. Fait qu'il n'y a pas de produits qui sont créés. Ouais. Ok, c'est tout. Il n'y a pas d'autre différence, c'est juste ça que je voulais savoir. Donc, élastique, c'est quand tu es plus petit que l'énergie minimale. Conséquence, ça va rester des réactifs. Mais on est d'accord que... Ou ça peut être aussi plus grand que l'énergie minimale, mais avec pas le bon angle. Et donc, ça va encore rester des réactifs. Donc, mettons que j'ai encore mon graphique du nombre de molécules en fonction de l'énergie. Si ça, c'est mon énergie minimale, si je te dis cette molécule-là et cette molécule-là se rencontrent, est-ce une collision élastique, efficace ou impossible de déterminer? Tu vas me dire, c'est pas déterminable. Pourquoi ce ne serait pas déterminable et pas efficace? Parce que tu ne sais pas s'ils sont frappés dans le bon angle. Donc, tu sais qu'ils ont la possibilité de faire des collisions efficaces s'ils se rencontrent avec le bon angle. Est-ce que dans la question, ce serait dit l'angle, si on veut dire efficace, est-ce qu'on va nous donner l'angle? Genre, c'est quoi le bon angle? Ça dépend pour chaque collision. Mais c'est juste de comprendre que c'est pas automatique que si tu as plus que l'énergie, toutes les collisions vont être efficaces. OK. Et si c'est à gauche de l'énergie minimale, si je t'avais dit celle-là et celle-là se rencontrent, est-ce que ça va être élastique, efficace ou indéterminable? Tu vas me dire que c'est obligatoirement élastique.
Fait que l'angle, ça change rien dans les collisions élastiques. Ok, Parce que merci. comme ils n'ont pas l'énergie minimale, peu importe avec l'angle qu'ils vont se rencontrer, ils n'ont pas assez d'énergie pour faire la collision efficace. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Ouais, moi, j'ai d'autres que... Quelqu'un voulait... Ok, je suis la seule qui a parlé? Ouais. Ok, bon, parfait. Fait que j'ai d'autres questions. Fait que, exemple, si les points jaunes auraient été par-dessus la courbe, ça aurait été des... Ici, maintenant? Ouais, Impossible. impossible de... Fait que chaque fois que vous allez montrer des points, ça va toujours être soit élastique, soit impossible à déterminer. Ouais. Ben, je pourrais C'est- te dire, ou c'est quoi j'aurais que ça... pu te dire, si le point rond, ben celle-là et celle-là se rencontrent avec le bon angle, quelle collision vont-ils faire? Ok, Tu serais fait que capable de me dire que ça va être efficace. parfait. Mais vous allez préciser qu'ils se rencontrent avec le bon angle. Si je ne le précise pas, je ne peux pas le déterminer. Ok, ouais, fait que parfait. Merci. Ah, Donc, puis, une dernière question, monsieur. Juste pour être sûr, quand c'est avant, fait qu'exemple, où vous avez mis les points jaunes, c'est quand que ça pourrait être efficace? impossible. Jamais avant? Comme tu as moins que l'énergie minimale, c'est impossible de faire une collision efficace. Ah, ok, ouais, c'est vrai, parfait. Merci. Il y a d'autres questions? Je dirais qu'on a fait un beau tour de la matière. Donc, je vous rappelle le guide d'études. Où je l'ai-je mis? Donc, voilà. Je pense que déterminer la vitesse de n'importe quel réactif, on l'a fait. Connaître les unités en fonction d'un réactif ou d'un produit, ça a été fait. Transformer des unités, on l'a fait beaucoup. Trouver des vitesses avec la stoichiométrie, ça a été fait. Différencier et tracer des vitesses instantanées, ça aussi. Différencier des collisions efficaces et élastiques, on vient d'en parler. Déterminer les conditions pour avoir une collision efficace, on vient d'en parler. Peut-être que les facteurs ont peut-être été un petit peu sous-estimés. Donc, ça, peut-être qu'il faudra en parler un peu plus. Et reconnaître quelle réaction sera la plus rapide en regardant des équations chimiques. On n'a pas tant fait, mais je pense que ça va quand même bien. Et après ça, déterminer l'ordre, faire des problèmes et déterminer les unités de cas, ça a été fait. Donc, il nous reste peut-être juste, dans un diagramme énergétique, trouver l'étape déterminante. Je pense que si ça va, on va conclure la récupération là-dessus, à moins que j'ai des questions de dernière minute. Mais c'est quoi l'affaire que ça a dit conclure? C'est quoi l'affaire déterminante? Ben, si je fais quelque chose comme ceci, je te demande quelle est l'étape déterminante. Tu devrais être capable de me dire que l'étape déterminante, c'est celle dont son complexe activé est le plus élevé. Donc, ça serait cette étape-ci, communément appelée la deuxième étape. Est-ce que c'est plus élevé, genre, je sais pas comment expliquer ça, c'est plus haut comme qui atteint le plus haut point, ou c'est vraiment juste l'énergie qui s'en prend? Je sais pas si vous comprenez. Parce que si on l'additionne avec les autres, c'est sûr que ça va être plus haut que l'autre qui était avant. Non, ben c'est ça, c'est toujours le point le plus élevé. Là, ça pourrait vraiment être, celle-là, je ne l'ai pas si bien fait, mais ça pourrait être quelque chose comme ça. Puis là, on remarque que c'est juste quelque chose. Bon, ouais, je comprends. Genre, le complexe activé, il n'est pas nécessairement. C'est pas nécessairement la plus haute énergie d'activation, ça pourrait être Ok, quelque ouais, chose c'est comme ça. ça. Donc, ça serait quand même la deuxième étape qui est. Ok, ouais, parfait. Merci. Désolée pour vous retenir encore quelques minutes. Anissa, je pense que je t'ai vu lever la main. Oui, je voulais juste savoir, c'est quoi reconnaître quelle équation est la plus rapide selon, selon la vitesse? Ben, mettons que je te dirais, je ne sais pas moi,
c'est CU solide plus O2 gazeux donne du CuO. Puis là, je te dirais, je sais pas moi, CH4 gazeux plus du O2 gazeux donne du CO2 plus de l'eau. Je pourrais te dire, mais c'est pas moi, je sais pas moi, H2 gazeux plus O2 gazeux donne du H2, 2H2O. Puis je pourrais te dire, mettons, Mg2 plus du O2 moins. Je pourrais te demander classe-moi les du plus lent au plus rapide, par exemple. Tu devrais être capable de me dire que ce qui change là-dedans, ce sont les états. Des réactifs, on s'en fout des états des produits, que ce soit des gaz, que ça n'a pas d'importance, c'est uniquement les états de tes réactifs qui est important. Et donc, le plus lent, c'est les solides. Le plus rapide, c'est les aqueux. Puis là, après ça, tu as tes deux gazeux à te poser la question. Là, eux, ils sont les deux des gaz. On remarque que lui, il a moins de liens, donc il est probablement plus rapide que lui, qui a plus de liens à briser. Mais monsieur, la type de réaction, ça ne dérange pas que ce soit combustion ou neutralisation? Non. Parfait. C'est bien. Donc, on considère les états avant le nombre de liens? Oui. OK. D'autres questions? Oui, donc on regarde juste les états dans les réactifs et pas dans les produits. Exact. Merci. Parce que c'est juste les réactifs qui font des collisions efficaces. Les produits ne nous intéressent pas. D'autres questions? Comment on fait pour savoir que le deuxième est plus vite que deuxième est plus lent que le troisième si c'est deux gazeux? C'est deux gaz, mais lui, on remarque que c'est du CH4, il y a plus de liens que H2. Donc, dans H2, c'est une plus petite molécule que le CH4. Et donc, comme le H2, il y a moins de liens, on peut dire qu'il y a une plus petite énergie d'activation. Donc, ça va plus vite. Fait qu'on garde juste les premiers réactifs, on ne garde pas les autres? Ben, le O2 ici, c'est le même. Ok, je pensais que c'était un solide. Ah non, excuse-moi, c'est un gaz. Ça aussi, c'est un gaz. J'écris mieux à l'ordinateur que j'écris au crayon, ne vous en faites pas. Je dis ça, mais Ali est quand même capable de voir des solides, des gaz quand c'est des solides. J'espère qu'elle va avoir ses lunettes pour l'examen. Wow, Donc, monsieur. Oh mon Dieu, désolé. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais arrêter la récupération. Je commence à insulter mes élèves. C'est pas une bonne chose de continuer. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée. Je viens de faire mon cours pour la 510 et la 504 et la 500 que je vois demain. La 509, je suis présentement en attente de résultats avec mon garçon qui a fait de la fièvre aujourd'hui. Et donc, je ne serai pas à l'école demain. Ça ne devrait pas trop vous affecter la 509 et la 504, comme vous êtes virtuel. Mais la 510, préparez-vous à aller à la salle d'études et apportez-vous des écouteurs. Je vous écris un message sur Remind dans les prochaines minutes. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que ça vous a aidé. Et vous avez encore du temps pour bien comprendre le tout. Votre examen n'est pas avant la fin de semaine. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne étude et bonne chance en vue de votre examen. Merci, monsieur. Bonne soirée. Merci, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne nuit, vous aussi. Salut!